Voilà, donc je vais lancer l'invite de commande. Je vais me mettre dans un dossier sur la racine que je vais créer. Je vais dire gestion de vol, par exemple. Alors, je vais créer un ensemble de scripts, et l'ensemble de ces scripts-là, je veux les mettre dans le même dossier. Donc, gestion de vol. Oui. Make directory. Donc, pour créer, voilà, make directory, ça permet de créer un dossier. En tout cas, vous pouvez faire ça sur Windows, sur l'explorateur. Je vais rentrer dedans. Voilà, je suis dans mon dossier maintenant. Et je vais à partir de là lancer SQL. SQL+. SQL+, donc, est un exécutable. On pourrait le trouver, le chercher dans le dossier bin. On va le trouver quelque part dans l'install d'Oracle. Je suis en train de le lancer maintenant. Mais pour le lancer, il va falloir que je m'identifie. Et pour s'identifier en tant que l'administrateur, parce qu'il y a plusieurs administrateurs dans la Oracle, parmi lesquels il y a le 6, l'administrateur 6. Donc, je vais me connecter en tant que 6. Et pour ce faire, il suffit juste de mettre slash, comme ça, slash, as 6db1. C'est l'administrateur système, si vous voulez. 6, c'est l'administrateur système. Donc, comment? C'est root. C'est celui qui a la main sur le tout. Donc, normalement, on pourrait faire 6 en mettant le nom. Ici, on met le login et le mot de passe. C'est comme ça comment on formule une connexion. Et as, le mode. Il y a donc soit opérateur, soit administrateur. On pourrait aussi avoir l'utilisateur. L'utilisateur, on ne met pas de mode. Donc, il y a mode opérateur, mode administrateur et puis le mode utilisateur. Alors, pour 6, il faut toujours l'indiquer avec le mode ou le connecter avec le mode 6db1. Et vous n'êtes pas censé mettre de mot de passe ni de nom. Automatiquement, il utilise ici l'authentification système. Alors, je vais le lancer. Voilà, automatiquement, j'ai ici l'invite de commande. Ça m'invite à entrer en communication avec Oracle. Maintenant, tout ce que je mets ici comme requête, il va être envoyé vers le serveur Oracle, le serveur local, pour exécuter mes commandes. Alors, je vous montre l'autre console. Je l'ai déjà lancé. Je ne sais pas, est-ce qu'il est déjà chargé? Non. Si, il est là. Alors ça, c'est l'autre console. Il est plutôt graphique. Donc, vous voyez, on va basculer, si vous voulez, entre cette vue. Ça ne parle que texte, celle-là. C'est une console textuelle. Et celle-ci, c'est une console graphique. Mais tout ce qui est faisable sur l'un, il est faisable sur l'autre. D'accord? Donc, des fois, on préfère même celle-ci parce que c'est beaucoup plus rapide d'écrire le script et de l'envoyer que de rester manipuler des objets graphiques. Alors, la première des choses par laquelle je vais commencer, c'est de créer un utilisateur. D'accord? C'est le propriétaire de la base de données que je vais créer. Je vais donc le créer par create user. Je lui donne un nom. Alors, sauf que ici, avec les versions C, je dois créer donc un nom dans root, comme votre camarade a dit. Et ces noms-là, il faut absolument il faut les commencer par C double dièse. C'est-à-dire, si vous voulez nommer votre propriétaire par vol, par exemple, gestion de vol, vous devez quand même ajouter C double dièse de cette manière. Alors, ça, c'est ce qui va être le login de notre utilisateur. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails pour vous dire pourquoi. En tout cas, ça résonne en matière de conteneur. Et là, le C, ça veut dire aussi conteneur. Donc, je définis un utilisateur qui serait défini dans le root du serveur ou bien des différents, on va dire, du système en entier. Alors, il faut préciser le mot de passe. On le précise par identified by. Donc, il y a deux choses à préciser, le nom et le mot de passe. Je vais l'identifier par le mot vol. D'accord?
Bien sûr, il y a des règles de mot de passe que je ne respecte pas ici. On pourrait aussi dire, parce qu'on pourrait le créer et le reste le garder verrouillé ou bien l'ouvrir. Ouvrir le schéma de cet utilisateur. Alors pour ce faire, on a donc le account unlock. Bien sûr, par défaut, il est déverrouillé, oui, il est ouvert. Mais si vous voulez l'expliciter, vous mettez account unlock. Si vous voulez le créer et le garder fermé, vous mettez account lock. Donc je vais mettre unlock pour le déverrouiller. Je crée un compte qui s'appelle CW-vol, qui est identifié par le mot de passe vol et qui est à l'état ouvert. Voilà, donc on voit clairement que l'utilisateur il est créé, mais dans le schéma de cet utilisateur, ou bien quand cet utilisateur est connecté, je dois lui donner des droits, des privilèges. Alors le minimum que je dois lui donner pour pouvoir créer des tables, des objets, se connecter au serveur, il faut que je lui donne les droits suivants. Je vais passer par Grant, notamment je vais lui donner le droit resource, ça lui donne le droit de créer des ressources, ça lui donne le droit de créer des ressources. Je veux bien qu'il ait le droit de se connecter au serveur et le droit de création de session. Je vais donc donner tous ces droits à un autre utilisateur qui s'appelle vol. Vol avec un S. Voilà, donc je viens de lui donner les droits. Et à partir de là, on pourrait donc très bien commencer à faire des créations d'objets dans le système, dans notre utilisateur. Alors, je dois aussi lui donner un quota dans la base de données, dans les tables space, parce que toutes les tables, normalement, ça nous renvoie vers un peu la philosophie d'Oracle, comment il gère la base de données. Bien sûr, il y a des objets logiques. Quand vous dites table, ce n'est qu'un objet logique. Mais il y a d'autres objets logiques plus bas, de plus bas niveau, comme le table space. Et le niveau physique, carrément, c'est des files, c'est des fichiers. Une table, il est stocké dans un fichier. Donc, il y a toute une structure, tout un ensemble d'objets logiques qui sont suivis par Oracle pour justement garantir la performance des différents objets, la performance du stockage. Donc, c'est pourquoi il faut qu'on précise que notre utilisateur, pour qu'il crée des tables, il faut qu'il ait un quota en termes de mémoire sur les tables dans lesquelles, ou les tables space dans lesquelles il va créer ces tables. Alors, parmi les tables space, il y a le tab space users. C'est là où les utilisateurs pourront avoir de la mémoire, ou une portion de la mémoire, dans laquelle ils vont travailler. Donc, par exemple, si je veux lui octroyer, par exemple, 100 mégaoctets, il va falloir que je définis il faut que je le modifie en l'octroyant, en lui donnant ce quota-là. Alors, pour le faire, il faut que je mette alter user qui connaît déjà la commande pour donner un quota sur un tab space. Oui. Comment? C'est ça, il faut que je donne un volume. Alter user, c'est volume, vol pour dire les vols. Ensuite, quota de 100 mégas. Alors, on users. Je ne suis pas sûr sur la commande. Alors, on va vérifier. Ici, ça passe. C'est-à-dire j'ai octroyé pour cet utilisateur un quota de 100 mégaoctets dans le tab space users. Il serait intéressant de savoir l'ensemble des tab space et quelle est l'utilisation de chaque tab space. Donc, il n'est pas le seul. Il y a tab space users, system, tab space temp, temporaire, etc. Il y a beaucoup de tab space. Chacun il a une utilité. Alors, le tab space user, c'est là où les utilisateurs vont créer les objets de stockage.
Donc je viens d'octroyer 100 mégas comme taille maximale pour cet utilisateur. Bien sûr, le choix, on le justifie en fonction de la dimension de la base de données. En fonction de l'usage de la base, vous devez au moins pour une année, par exemple, ou bien 2 années, être capable d'estimer quel est le volume ou la volumétrie de l'espace qu'il faut lui donner. Et bien sûr, quand c'est plus suffisant, on pourrait donc régler des paramètres pour l'accroissement de sa taille. De combien doit-on l'accroître si jamais il est saturé? Par exemple, on pourrait à chaque fois ajouter 100 mégas, ou bien accroître de 20%, ou bien de 50%. Ça se décide de cette manière. Et la valeur par défaut, c'est 0. Et ici, pour les conteneurs, pour les Oracle C, toujours si vous ne le faites pas, c'est 0. Donc, on ne vous donne rien jusqu'à ce que vous dites quand vous avez besoin de combien. C'est pourquoi il est obligatoire. Sinon, quand on aura à créer, on aura des problèmes. La première création, ça va poser des problèmes. Alors voilà, donc ici on a tout réglé, on a créé notre schéma. Maintenant, on pourrait vérifier si on pourrait s'y connecter. Regardez, je vais mettre connect vers C vol / vol. Le mot de passe que je lui ai donné, c'est vol avec un S. J'ai aussitôt oublié. À quel niveau on a créé? C'est ici. Vol avec S. Là, il est connecté. Donc, on pourrait bien le vérifier par show user. Il va nous dire quel est l'utilisateur actuellement connecté. Donc, je répète, si on veut connecter système, on va mettre comme ça, 6dba. Si je mets show user, ben, il va me dire que actuellement le système connecté ou l'utilisateur connecté, c'est 6. Alors, lorsque je connecte l'autre, celui que je viens de créer aujourd'hui, et bien, lorsque je lui dis cette fois-ci show user, il va me dire que c'est C dièse vol qui est connecté maintenant. Alors, à partir de là, je pourrais par exemple lui dire quels sont, parce que pour chaque utilisateur, on a un catalogue, un dictionnaire si vous voulez, qui me donne l'inventaire de l'ensemble des objets créés pour ce schéma-là. Alors, et ce catalogue-là, il s'appelle cat, donc je pourrais le décrire. Cat, catalogue. Alors, describe, D-E-S-C, est une commande qu'on pourrait adopter pour décrire un objet. Pour avoir la description ou les métadonnées sur un objet, on n'a qu'à mettre describe, le nom de l'objet. Donc, par exemple, ça me dit que cat est une table, ou bien est une vue, qui contient 2 champs. Il y a le champ table name, il y a le champ table type. Alors, le premier champ, il est obligatoire, il est de type varchar 128, le deuxième, il est de type varchar de longueur 11. Alors, si je mets par exemple select table name from cat. Ici, je vais avoir la liste de tous les objets qui sont stockés dans le catalogue de cet utilisateur. Regardez. Ici, il me donne aucune ligne, ça veut dire que j'ai pas encore, c'est un schéma que je viens juste de créer, donc il est encore vide. Donc retenons bien un peu les étapes par lesquelles on est passé. On a créé un utilisateur, un nouveau schéma, avec un mot de passe et un login. On lui a donné des droits, on lui a donné un quota dans le tab Space Users. C'est grâce à ça qu'on va commencer à créer, qu'on va posséder un espace dans lequel on va commencer à créer nos objets. Maintenant, tout est prêt pour commencer à créer les objets. Et les objets que je veux créer sont essentiellement des tables et des index. Ce sont les objets que vous voyez là. D'accord? Ce sont ces 6 tables que je cherche à créer maintenant. Alors, pour les créer, je vais donc directement écrire en SQL. Parce que là, comme vous le voyez dans l'invite, ça ne parle que SQL. Alors, je vais créer un fichier batch. Comme ce qu'on a dit tout à l'heure, au lieu d'envoyer commande par commande, on va créer un fichier, on va donc soumettre l'ensemble des commandes. Alors pour ce faire, on a juste à faire appel à un éditeur en mettant edit et puis le nom de votre fichier que vous voulez programmer ou dans lequel vous voulez mettre le script. Je vais mettre par exemple vol.sql. Alors edit, vous pouvez l'écrire en toutes lettres comme ça, edit,
Alors, je suis en train de faire appel à un éditeur et de créer un fichier qui s'appelle vol.sql dans lequel je vais mettre l'ensemble des commandes qui vont me permettre de créer mon utilisateur. Plutôt les objets de mon utilisateur. Regardez, je vais valider. Là, il me demande est-ce que vous voulez créer un nouveau fichier. Je vais répondre par oui. Et automatiquement, je suis renvoyé vers Bloc-Notes. Mais Bloc-Notes, c'est pas un éditeur syntaxique. Ce n'est pas un éditeur syntaxique. Regardez, je vais le fermer. Je vais lancer ici Sublime. Regardez, Sublime. Vous connaissez Sublime. Alors, Sublime est un autre éditeur. C'est un éditeur syntaxique, celui-là. Syntaxique, ça veut dire chaque fois que vous êtes en train d'écrire, en fonction de la syntaxe, il reconnaît ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, regardez, si je suis dans C++, ben, il reconnaît la syntaxe de C++. Juste à partir de l'extension. Si vous êtes dans Java, je ne sais pas, est-ce que j'ai quelque chose ou dans un fichier make, ben, il reconnaît aussi la syntaxe d'un fichier make, etc. Alors, moi, je veux donc mettre de l'SQL. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Je vais fermer tout ça. Il y a beaucoup de fichiers qui sont ouverts. Je vais le fermer entièrement. Alors, je vais refaire. Alors, donc l'idée que je veux vous faire passer, c'est que si vous mettez edit par défaut, vous êtes connecté à Bloc-Notes. Alors, mais vous pouvez par exemple définir un nouveau éditeur par la commande define. Define avec la variable qui s'appelle editor. En fait, dans Oracle, dans la session de travail, il y a un ensemble de variables qui sont valorisées par défaut. Vous pouvez donc les changer, et ça c'est un exemple de changement. Je suis en train de changer la valeur de la variable editor pour changer Bloc-Notes par un autre éditeur. Je pourrais mettre par exemple Notepad++. Il suffit juste de donner le nom d'un éditeur que vous avez installé et que vous avez ajouté dans le path de Windows. D'accord? Par exemple, Sublime, je l'ai abrégé comme ça. Donc, je vais exécuter. Et puis, cette fois-ci, si je reviens éditer mon fichier, tout de suite, je suis lancé depuis SQL+, je suis basculé vers Sublime. Je pourrais commencer à écrire ici mes commandes SQL. Par exemple, lorsque je mets create, tab, je ne sais pas, par exemple pilote, regardez, il reconnaît la syntaxe. C'est ça ce que je gagne avec ça. C'est que c'est un éditeur syntaxique, il est mieux préféré que les autres éditeurs. Alors, je vais commencer par créer mes tables dans l'ordre, en respectant les consignes qu'on a là. Donc, par exemple, je commence par pilote, c'est un matricule, vous allez retenir avec moi, un matricule, un nom, un prénom, une ville, l'âge et le salaire. Ça marche? Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais donc mettre le matricule. Matricule. On a dit c'est un int. Et il faut que ça soit une clé primaire. Primary key. Voici donc comment est-ce qu'on crée une table. C'est tout simplement comme ça. Pardon? Non, ici il n'y a pas d'auto-incrément. Dans Oracle, si vous voulez le mettre auto-incrément, il faut créer un objet séquence. Et il faut utiliser un trigger qui, à chaque fois que vous créez, chaque fois que vous exécutez un insert into où il n'y a pas la valeur du matricule, vous irez faire appel le next value dans la séquence. D'accord? Donc, on ne va pas le faire comme ça, on va juste faire un entier libre. On ne va pas l'auto-incrémenter. Donc, l'auto-incrémentation dans Oracle, ça passe de cette manière.
il faut créer, soit il faut faire une procédure PLSQL, soit il faut passer par un trigger. Et un trigger, c'est une procédure PLSQL. Je vais mettre les autres informations, le nom, le prénom. Le nom, c'est un varchar 2. C'est quoi la différence entre varchar et varchar? Ils sont synonymes. Ils sont bien synonymes, sauf que ça, c'est la version récente, si vous voulez. C'est le modèle plus récent, plus efficace. D'accord? Comment est-ce qu'on gère la variabilité de la taille? Parce que varchar, ça veut dire que c'est un type char de longueur variable. Comment est-ce qu'on la gère? Est-ce qu'on la gère avec un pointeur court ou avec un pointeur long? Est-ce que on fait par exemple un modèle de mémoire amortie ou bien un modèle de mémoire maximisé? Tout ça, c'est des choses qui peuvent changer dans le temps. Et donc, lorsque vous dites varchar 2, c'est la nouvelle version. Il est équivalente en termes de résultats avec varchar, mais on est sûr que ça est plus efficace. Il y a le problème de portabilité aussi des types. Donc, quand on vous donne un nouveau modèle, on garantit sa portabilité avec d'autres systèmes. Donc, c'est pourquoi il faut donc oublier varchar, il faut le remplacer par varchar 2. C'est un peu comme integer et binary integer. Vous avez trouvé un type integer, et vous avez un PLS integer, binary integer. Ça parle la même chose en termes de domaine, c'est la même chose. Mais comment on gère les opérations sur les données de ce type, c'est pas la même chose. Donc on préfère le dernier modèle. Vous pouvez avoir int, etc. C'est des synonymes, mais celui qui est donné en dernière version, c'est souvent le plus efficace. Donc il faut travailler avec celui-là. Je vais mettre ici une trentaine. Je vais imposer que c'est obligatoire. Varchar, je ne l'ai pas écrit correctement? Comment? Varchar, je ne l'ai pas écrit correctement? Varchar 2, c'est comme varchar. Dans SQL Server, il n'y a pas varchar 2, il n'y a que varchar. Dans Oracle, il y a les deux. Il y a varchar, regardez, je pourrais le mettre comme ça. Il y a varchar 2, la deuxième génération, si vous voulez. Les versions. C'est la deuxième version de la modélisation de varchar. Il faut bien à varchar, il faut gérer un espace dynamique. C'est tout ce qu'il faut retenir. Maintenant, les détails sont du côté des référentiels. Un espace dynamique de 4000 octets. Ça gère un espace dynamique de 4000 octets. Donc, ça veut dire à l'intérieur de ce maximum, c'est 4000 octets. Mais comment il est géré? Parce que je pourrais réserver 4000. Je pourrais lui dire ici entre parenthèses 4000. Si je mets 4000, ça ne veut pas dire qu'il va réserver 4000. Il réserve uniquement ce qu'il faut. Besoin. Donc, par exemple, si je n'en consomme, je lui ai donné 4000, mais je ne consomme que 100. Ben, il va réserver 100, certainement un peu plus. Parce que pour gérer la variation, il lui faut un peu plus. Peut-être plus 8 du pointeur. C'est une mémoire dynamique. Non? Plus 8. Alors, mais comment on fait l'agrandissement? C'est-à-dire que quand on demande plus, si on le fait excessivement, par exemple, si on le fait à chaque seconde, eh ben, il se trouvera en train de réallouer à chaque seconde. Mais normalement, ça ne doit pas être la réalité. La réalité, c'est qu'il ne réserve par paquet. Le paquet qui est à chaque fois un paquet de 100 octets, de 500 octets, etc. C'est là où ça réside la différence. Alors, je vais passer à l'autre, c'est le prénom. Prénom, c'est un varchar aussi. Je vais l'imposer aussi.
Quoi d'autre? Donc, qu'est-ce qu'on a encore? La ville. Un varchar 2. J'ai pris 30 pour l'ensemble parce que c'est très similaire. Alors, je regarde, est-ce que c'est obligatoire? C'est ici. En tout cas, pour mon modèle, j'ai rien à imposer ici. Parce que quand il y a une information qui est obligatoire, je pense qu'on voit un petit taux quelque part. Moi, je les prends obligatoires. C'est tout à fait normal pour un pilote. D'accord? On doit savoir où est-ce qu'il réside, c'est quoi son nom, c'est quoi son prénom, etc. Alors, l'âge, c'est aussi obligatoire. Je vais mettre varcha 2. Non, pas varcha, non. Désolé. Oui, c'est int, c'est byte. Est-ce qu'on pourrait mettre byte? Oui, une personne qui arrive à dépasser 250. Comment? Exact. Si vous mettez int, c'est des milliards. Ça va jusqu'au milliard. Alors, je vais mettre juste number. Number. Alors, number, c'est un entier avec une échelle que vous définissez vous-même. Vous pouvez dire par exemple 10,4. Donc 10 chiffres au total, dont 4 pour la partie fractionnaire. Ah, d'accord. La recharge. Le matin, c'était une thèse sur la recharge. La recharge de véhicules électriques, l'optimisation de la recharge de véhicules électriques. Comment? L'optimisation de la recharge des véhicules électriques. Là, d'une manière, au Maroc, il n'y en a pas. D'une manière générale. Alors, mais ça me rappelle un peu ma situation à moi. Donc, la recharge de mon PC. Alors, 10, 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc qu'on a un nombre dont le nombre total de chiffres c'est 10, parmi lesquels il y a 4 pour la partie fractionnaire. Alors, mais pour l'âge, on sait que c'est un entier. Donc, je vais mettre ici 0. Mais là, c'est 10 déjà. 10, c'est beaucoup. Donc, on pourrait mettre juste 3. Bon, à la limite. Donc, si on a un centenaire, ça veut dire quelqu'un qui a... Il faut qu'on le tue. En tout cas, on pourrait mettre 2. C'est largement suffisant pour un pilote. On n'imaginera pas un pilote centenaire. Alors, si c'est obligatoire aussi, d'accord? Et si je veux imposer un domaine, une contrainte sur l'attribut, je dis quand est-ce que l'attribut est correct. Je pourrais le faire par ça. Je pourrais mettre un check. Un check, ça veut dire un contrôle, une validation, une règle de validation sur le champ. Voici donc le premier niveau de validation. Je suis en train de dire que l'âge du pilote, il faut qu'il soit entre un min et un max. Alors, on pourrait le décider à la lumière des exemples qu'on a là, parce que je ne veux pas avoir une infraction par rapport à mes données. Voici le pilote. Le pilote, il est là. Regardez la distribution des âges. 45, donc je pense, on va dire 50, peut-être 50, il faut qu'on leur donne retraite pour des pilotes, parce que ça, avec l'âge, donc on n'a plus la concentration nécessaire et tout. Donc souvent on les met en retraite très tôt. D'accord? Donc par exemple on pourrait mettre 50, et le minimum c'est plus que 20, donc 24 peut-être. Avoir un pilote à 24 ans, c'est le minimum. Donc on pourrait décider comme ça en disant l'âge doit être supérieur ou égal, ou between 24 and 50. Voilà, c'est tout. Donc j'ai tout défini. Vous voyez comment est-ce qu'on définit une table? Il faut alors qu'on associe à chaque champ une propriété de type et des propriétés de validation. Propriété clé primaire, obligatoire, limitation de domaine, etc. Alors, c'est quelque chose que je dois refaire. Donc, je vais le faire pour les autres. Je vais copier-coller. Est-ce qu'on peut faire ça avec l'interface? Oui, on pourrait le faire.
mais c'est la même chose. Donc, juste avec l'interface Oracle, donc il faut que je me connecte déjà, SQL développeur, je veux dire. Il faut que je crée une connexion sur mon utilisateur. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais dire la connexion que je veux faire, c'est pour gérer les vols. C'est pour connecter l'utilisateur qui s'appelle C vol et qui est identifié par le mot de passe vol. L'instance, il s'appelle, parce que quand vous installez, on vous proposera un nom à votre instance. C'est l'SID du serveur, si vous voulez. L'SID du serveur. L'identifiant de la base de données ou du serveur de données. Il s'appelle ORCL. Alors, je pense que moi, j'ai utilisé ORCL. C'est ce qui est proposé, donc je ne l'ai pas changé. ORCL. J'agrandis. ORCL. Bien sûr, vous avez le droit de changer quand vous faites l'installation. Je vais tester donc la connexion ou les informations que je viens de donner. C'est par défaut, donc à travers ce client, le port c'est 1521. Pour communiquer avec Oracle, le port qui est fixé par Oracle c'est 1521. Ça c'est SQL Server. SQL Server. Non, pour Oracle c'est 1521. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de conflit sur ce port-là, on pourrait l'adopter. Je vais tester. Là, il me dit l'état du test, donc il me dit il y a succès, et donc je pourrais enregistrer ces informations de connexion. Je vais cliquer sur enregistrer, une nouvelle connexion, il va s'ajouter là, dans la liste des connexions. Donc, vous voyez ici la connexion vol. Je pourrais donc carrément cliquer sur connecter, et je vais donc encore entrer encore le mot de passe pour ouvrir la connexion, si vous voulez. Alors, dès que vous êtes connecté, vous pouvez voir ici, sous forme graphique, les différents objets qui constituent votre schéma. Donc, par exemple, si vous voulez voir dans la collection des tables, on voit qu'il n'y a pas de table pour le moment. D'accord? Pour les vues, il n'y a pas de vue. Ainsi de suite. Donc, c'est encore vierge, tant qu'il n'y a rien, on n'a rien créé. Et là, vous avez l'SQL. Vous pouvez commencer à écrire des commandes SQL que vous exécutez au niveau du serveur. Alors, donc à part ça, donc c'est la même chose. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est qu'on a une visualisation. On vous donne une visualisation pour consulter quels sont les différents objets que vous avez dans le schéma. Et éventuellement, vous pouvez, par exemple, je peux créer une table avec des interfaces graphiques. Mais tant que vous voulez utiliser ou s'interdire à utiliser les concepteurs graphiques, voilà, donc là c'est pour créer une nouvelle table, mais par un concepteur graphique. Le tout, moi je règle dans le concepteur et derrière ça se traduit par du code SQL. Donc si on a une aisance à écrire, ben, vaut mieux c'est de passer par l'SQL. Regardez, c'est ce que je vais continuer à faire. Alors donc on pourrait le vérifier là et là, donc à un moment donné. Je vais écrire, je réduis un petit peu le zoom, et je vais écrire donc les autres. Bien sûr, cette opération, on va la refaire 6 fois. Alors, la prochaine table que je vais réaliser, c'est la table vol. Il y a déjà l'ordre logique, mais si je crée sans créer les relations, je pourrais créer dans un ordre quelconque. D'accord? Et après, je reviendrai rajouter les relations. Alors moi, je vais créer donc, en créant les relations, donc je vais respecter un peu l'hiérarchie. Donc je passe vers vol. Vol, il y a le numéro de vol, heure départ, heure arrivée, ville départ, ville arrivée. Alors that time, varchar, varchar. C'est ce que je vais faire. Donc vol, il y a le numéro du vol. Numéro du vol, c'est un entier. Alors ensuite, on a dit, il y a l'heure départ. Je ne sais pas comment est-ce qu'on l'a écrit, donc comme ça, d'ailleurs. Heure
Alors l'intérêt ici, c'est que on pourrait très bien mettre un curseur, par exemple ici, et un autre là, et commencer à écrire. Vous voyez, par exemple, si je l'avais fait initialement, j'aurais à écrire comme ça. Heure. Par exemple, je pourrais le faire là. Je pourrais mettre le curseur ici. Je mettrai un curseur là et un autre, en appuyant sur CTRL, un curseur ici. Et je pourrais mettre ville départ. Et je reviendrai en fin de compte changer. Ça pourrait peut-être me permettre d'écrire un peu rapidement. Arrivée. Départ, heure arrivée. Donc là aussi c'est arrivé. Alors par exemple ici, je suis dans une parfaite possibilité de changer. Par exemple ici, en mettant CTRL, je supprime et je remplace tout ça par date time. Alors ceci et cela, je veux le changer par varchar. Donc je ne change pas ça parce qu'on l'a déjà, c'est bien, mais je change celui-là par varchar. Regardez, il me le donne, donc je pourrais le sélectionner. Comment? Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, c'est juste une question de version. Alors varchar 2, c'est exactement comme varchar, d'accord? Mais celui-là, il est plus récent, plus performant, d'accord? Plus portable, etc. C'est une question de versionning. Quand on a une application, tu as la version 1, la version 2, la version 3, etc. Mais bien sûr, on ne créera pas une version s'il n'y a pas d'amélioration. Donc, 2 est plus meilleur que varchar. C'est tout, donc. J'ai fait la table départ, c'est bien ça? Il s'appelle départ. Non, il s'appelle vol. Alors maintenant la table départ. S'il vous plaît. La table départ, il a une relation avec la table avion. Donc je commence par la table avion. La table avion, il est composé d'un numéro avion, une capacité, un type et un entrepôt. Donc j'ai un champ de moi. Donc on répète. Donc il y a le numéro avion, il y a le type, il y a la capacité, il y a le dépôt. Où est-ce que l'avion est déposé? Ou l'entrepôt. L'entrepôt. Alors l'entrepôt est une ville, donc on va garder varchar de longueur 30. Le type, je ne sais pas, Airbus, Boeing, etc. Donc le type il n'est pas très grand. Je pourrais mettre ici une dizaine, comme taille. Et puis la capacité, c'est un int. Je vais mettre, là où il y a int, je mettrai un nombre. Donc je vais mettre number. Je pourrais bien mettre integer, comme ça. Mais je pense que pour la capacité, c'est pas très intéressant de mettre integer. On pourrait limiter donc le nombre de chiffres à 4 peut-être. 4 ou bien 3. 3 c'est largement suffisant. Donc on mettra number 3. Number. Oui. Et ça n'existe pas en SQL Server. Dans SQL Server, il y a numérique et il y a décimal. Numérique et décimal. L'équivalent de number dans Oracle, c'est décimal dans SQL Server. Alors ça, on s'arrêtera sur ça, s'il vous plaît, quand on fait le métier d'intégrateur. Si vous faites de l'intégration de données, l'intégrateur, c'est celui qui veut chercher des données multibases, des informations de plusieurs bases, et il veut les mettre dans un entrepôt pour faire le décisionnel. Là, vous allez être confronté au mapping de type.
comment vous focalisez de plusieurs types vers un type résultant. Donc, vous devez étudier un peu la compatibilité entre les différents types. Et quand ce n'est pas compatible, il faut passer par des transformations. C'est des transformations de mapping. Alors, c'est tout. Donc, on a fait les 3 premières tables. Je pense que tous les champs jusqu'à présent, ils sont obligatoires. On pourrait le vérifier là, sur les quelques exemples donnés qu'on a cités. Regardez, il y a toujours des données présentes. On n'est pas en présence sur ces 3 premières tables d'une donnée manquante. C'est pourquoi donc j'ai mis not null partout. Alors maintenant, je vais aller vers départ. Les départs, donc comme vous pouvez bien le constater là, il dépend de trois tables principales. Donc il va comporter 3 clés étrangères, 3 FK. Remarquez bien, je vais agrandir, comme ça vous le voyez. Remarquez bien ici, il y a FK3, FK2, FK1. C'est les flèches, les 3 flèches que vous voyez là. Et il y a donc une clé composée de 2 champs. Donc, le numéro de vol et date de départ. C'est-à-dire, ce couple-là, il détermine un départ. J'ai besoin d'un vol et j'ai besoin d'une date. D'accord? C'est ça donc ce qui va constituer un départ. Donc je vais le faire. Je le fais dans l'ordre. Donc j'ai besoin d'un numéro de vol. Je vais copier cette ligne. Et je vais la mettre là. C'est à la troisième. C'est ici. Alors quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai besoin encore? Vous allez m'aider un petit peu. Date de départ, donc ça n'existe nulle part, donc je vais l'ajouter. Date départ. Date départ, c'est date time. Voilà. Alors, mais dans ce contexte-là, il ne faut pas appliquer la propriété à un seul champ. En tout cas, vous ne pouvez pas l'appliquer à 2 champs de cette manière. Vous ne pouvez pas mettre primary key ici. Je vais copier. Vous ne pouvez pas le mettre là et là. C'est comme si vous êtes en train de créer 2 clés primaires. Alors, il faut l'appliquer au couple. Et pour ce faire, je vais la retirer d'ici complètement. Et je vais la faire par ce qu'on appelle une contrainte multiforme ou multi-champ. C'est ici que je vais le faire. Je mets une virgule et je la fais à la fin. Ici. Ah non. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je suis dans la limite de mes capacités mentales. C'est ici, c'est là où il faut le faire. Ici. D'accord? Les 3 premières tables, on les a finies, donc il ne faut pas les toucher. Donc c'est dans le départ. J'ai dit, il faut retirer cette propriété de là. Et où est-ce que j'ai mis date de départ? Ah, d'accord. Ah oui, c'est pas là où il fallait que je le fasse. C'est ici. C'est là où je dois mettre date départ. ياك متبعين معايا date time. C'est ici. Alors, mais j'ai dit que ce sont ces 2 champs-là qui doivent constituer la clé primaire. Donc, surtout, il ne faut pas l'appliquer à un seul champ. Je le retire d'ici et je dois donc me mettre en dessous, carrément à la fin. Bien sûr, je pourrais retirer ces champs parce que j'en ai pas besoin de cette manière. Et je vais donc créer une nouvelle ligne. Et c'est là où je vais coller ma propriété de clé primaire. Je dois juste dire quels sont le groupe des champs qui vont constituer la clé primaire. C'est le numéro vol plus la date départ. Alors, il faut bien voir ça. Remarquez bien, je suis en train de dire que la table est composée d'un numéro de vol, d'une date départ, et le couple, c'est lui qui est unique, c'est lui qui est minimal, c'est lui qui est obligatoire, etc.
Vous voyez, donc c'est ça ce qui constitue la clé primaire de la table. Comment? Le numéro de vol. En tout cas, lorsque vous dites primary key, notre nul, là, c'est plus fort. C'est plus fort que notre nul. Donc on pourrait s'en passer. Il suffit qu'un champ appartient à la clé primaire pour qu'il devienne obligatoire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut rajouter encore dans la table? On a d'autres champs. Il y a le numéro avion et il y a le matricule. Donc je vais mettre, je pourrais les copier de là, parce qu'on a déjà défini l'avion. Il y a qu'on l'a déjà défini, l'avion. Il est là. Donc je prends ce champ-là, je vais prendre tout sauf primary key. Et je le mets là. Voici le numéro avion. Quoi d'autre? Et j'ai besoin du matricule. Le matricule, je le prends du pilote. Donc je vais copier ça aussi. Et je vais le coller en face de ma table départ. C'est ici. Bien sûr, une virgule. Par contre, puisque ça c'est la dernière chose, il faut que je retire cette virgule. Alors maintenant, le numéro avion est-il obligatoire dans un vol? Oui. Il faut qu'il soit notre nul. Parce qu'on ne pourrait pas planifier un départ sans avion. D'accord? La même chose pour le pilote. Il nous faut un pilote pour parler de départ. Donc j'ai besoin de dire que cette information est notre nul. Alors, disons maintenant, comment est-ce qu'on va exprimer les relations? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas exprimé de relation. Alors, pour exprimer une relation, on comprend bien que le numéro de vol, il vient de la table vol. C'est une clé étrangère. Et par conséquent, il faut que je mette une référence à la table vol. Chose que je fais par references à la table vol, entre parenthèses, plus exactement un numéro vol. On l'écrit de cette manière. Remarquez bien, pour dire que ce champ-là, il doit être relié, ça veut dire pour faire cette flèche, celle-là, la flèche que vous voyez là, c'est pour relier la table départ à la table vol. Ça passe par le numéro de vol que vous voyez répété dans l'un et dans l'autre. Donc, pour exprimer ça en SQL, il suffit juste d'ajouter references, vous lisez dans le sens de la flèche. References, et vers quoi il va la flèche, c'est la table, vous le mettez ici. Et plus exactement, vers quel champ? Vous mettez le champ entre parenthèses. C'est souvent la clé primaire. Alors, c'est la même chose qu'il faut refaire là, pour numéro avion. References, donc je vais copier. Sinon, je vais vous montrer que je pourrais le faire dans plusieurs, de cette manière. Donc, vous voyez, en cliquant sur CTRL, je mets, j'appuie sur la souris au bon endroit pour créer plusieurs fois le curseur. Je vais mettre ici References, le nom de la table. Bien sûr, le nom de la table ici, ça va changer. Donc, je vais mettre juste les parenthèses et je vais désactiver. Je mets ici, pour le matricule, pour le numéro d'avion, c'est vers avion. Et plus exactement vers numéro avion. Et ici, c'est pour le pilote. Et plus exactement vers le matricule. Voilà. Je viens de créer les 3 premières tables, ou les 4 premières relations. Je vais arrêter à ce niveau-là. Juste on exécute maintenant ce code. On le soumet à l'exécution. Donc on est en train de créer juste un schéma partiel. Les 4 premières tables. Je vais sauvegarder par un CTRL S. Je ferme Sublime. Et je reviens donc à ma console SQL plus pour exécuter ce code. Regardez en fait, si vous voulez exécuter des commandes système ici, vous mettez host. Par exemple, je vais effacer l'écran. Host SQL. CLS. Ça me permet d'exécuter des commandes du host, de Windows. Par exemple, vous voulez, je ne sais pas, peut-être voir quels sont les fichiers
dire et vous allez le voir. Par exemple, je pourrais lui dire host clc, host more, le nom de fichier, je pense que je l'ai appelé vol.sql, le fichier sur lequel j'étais en train d'écrire tout à l'heure dans Sublime, il s'appelle vol.sql, avec more, la commande more precision, more detail. Donc ça permet de voir plus sur le fichier. Regardez, ça permet de voir le contenu du fichier. Alors je vais encore refaire le CLS juste pour nettoyer. Maintenant, on visualise quand même le code parce que des fois, si on a des erreurs, on pourrait avoir besoin de visualiser ici. Et comme ça, on pourrait donc voir d'où vient l'erreur. Pour exécuter, il suffit juste de mettre arrobase le nom de fichier ou bien run le nom de fichier. Regardez, je vais mettre arrobase vol. C'est pas la peine de préciser l'extension. Donc par défaut, quand vous omettez l'extension, il ira vers SQL. Regardez, je lance. On a créé tout. On a créé la première, mais on a une erreur sur la deuxième. À distinguer d'autres contraintes de contrôle de colonne. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Date time, on va le changer. On va mettre juste date. Parce que je pense que j'ai généré ça pour SQL Server, donc il n'y a pas de date time. Et donc ça pose déjà un problème. Donc c'est bon, je vais refaire. Je vais donc revenir. Vous pouvez me donner un peu de temps ou bien. Allons-y, donc on va refaire. Regardez, en fait, parce que je fais et je refais, je vais donc commencer par mettre drop la commande pour détruire ce qui a été créé. Donc je détruis les tables pour pouvoir les recréer. Drop table. Je vais supprimer toutes mes tables. Pilote. Alors on pourrait lui dire cascade. Constraints. Alors, et puis je vais mettre purge. Dans Oracle, quand vous supprimez quelque chose, on le met dans une corbeille. C'est un peu précoce. Comme ça, si jamais vous faites une suppression subite, vous pouvez toujours revenir. C'est ça le rôle de purge. Maintenant, quand vous supprimez une table qui est référencée par une autre, ça ne peut pas passer. Alors, si vous mettez cascade constraint ou bien constraint cascade, je ne me souviens plus. Donc, on va l'essayer comme ça. D'accord? Je pourrais le prendre. Je pense que c'est dans le sens inverse. Alors, on a déjà créé une table. Je pense la première, c'est la table pilote. Donc, je vais mettre CTRL-V ici. Je vais essayer cette commande. Ça passe, donc c'est le bon ordre. Comment? Il le met dans un corbeille. Là, si vous mettez purge, si vous ne mettez pas purge, il est mis dans la corbeille. Et c'est une corbeille interne au serveur Oracle. Il la gère, donc ça vous permet de revenir, de récupérer. Mais si vous êtes sûr, si c'est définitif, vous mettez purge. Purger, ça veut dire... c'est... Comment? Comment? Là, d'abord, drop, ça supprime la structure. Drop, ça supprime, ça détruit le conteneur. S'il y a des contenus, ils sont perdus de manière irréversible. Sauf si vous mettez purge. Si vous mettez purge, et la structure et les données sont dans la corbeille. Et vous pouvez revenir. Mais moi, je suis en train de tester. Donc, c'est juste pour rechercher les erreurs, s'il vous plaît. C'est juste pour éliminer les erreurs. Donc, c'est pourquoi je me permets là. Je vais donc continuer en mettant donc les autres tables. Alors là, je vais mettre le même nom et je reviendrai le changer. C'est donc la table vol. J'aurais dû faire une quatrième fois parce que j'ai 4 tables à supprimer. Vol, cascade, constraint. On va y arriver tout de suite. Purge. Et puis une dernière fois. Je ne l'ai pas écrit correctement. Alors, drop, table. Alors, c'est quelle table que je vais détruire après? Donc, il y a une table départ. Alors, constraint,
Purge. Oui, j'ai oublié le cascade. Donc, cascade. Alors, il faut que je change ici. Quelle est l'autre table qu'on a créée? Il y a vol, il y a avion. Avion. Alors, si vous voulez éviter cascade constrainte, il faut supprimer les tables connexes avant les tables primaires. D'accord? C'est l'ordre inverse de création. L'ordre inverse qu'on a fait dans la création, il faut le faire dans l'ordre inverse. Voilà. Donc, je vais sauvegarder par CTRL S et je vais donc revenir exécuter. Oui. Je sais qu'il n'a pas tout créé, donc je reviens. Alors, les erreurs d'abord. Dites-moi, quelles sont les erreurs? On a une première erreur dans. C'est normal ici qu'il va me dire dans Drop Table, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas la table. La table avion, il se crée sans problème. Regardons pour la table qui suit. Ici, date time. Donc, je vais changer date time par date, tout court. Je pense que c'est ça ce qui nous a créé le problème. Parce que si on n'arrive pas à créer une table primaire et on s'y réfère dans l'autre, ça ne va pas créer l'autre. C'est tout à fait normal. Date. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres dates? Je pense que oui. Dans cette... Là, on a oublié de mettre notre nul, on pourrait le mettre. Alors, voilà, je sauvegarde. Et je reviens exécuter. Pardon? Non, ça ne fait pas de distinction entre majuscules et minuscules. Alors, je vais réduire le zoom. On va y arriver, ne vous en faites pas. Oui, mais regardons la création des tables. La première, il a été créé. Mais on a encore contrainte de contrôle de colonne, ne peut distinguer d'autres colonnes à la ligne 7. La ligne 7, c'est ici. Alors, je vais en fait découper ça en plusieurs blocs. Donc, je vais créer un nouveau fichier. Alors, edit, je vais dire drop. Oh mon Dieu. Edit, drop, vol. .sql. Et je vais sauvegarder. Alors, je vais l'exécuter. Ça, je suis sûr que j'ai détruit toutes les tables. Elle n'est pas enregistrée. Oui. Je ferme. Alors, si je mets Edit, voilà, il y a bien les commandes. Je ferme. Alors, je l'exécute maintenant. Impossible d'ouvrir le fichier. Alors, si je mets Select étoile from cat, d'abord, je veux voir quelles sont les tables qui sont créées. Il y a donc la table pilote. C'est tout. C'est uniquement la table pilote qu'on a réussi à créer. Alors, comment? Directement sur la ligne. Oui, donc si on met drop, table, pilote, mais je veux la purger. Alors là, il n'y a plus aucune table. Alors, donc on n'a pas de problème par rapport à pilote. Je vais revenir à mon fichier vol. Alors, je vais mettre ça en commentaire. D'accord? Parce que je dois vérifier quand même étape par étape. Donc, je vais mettre ici un premier commentaire. Voilà. Je sauvegarde. Et je viendrai donc exécuter mon script. Alors, regardons.
Donc la première, il compte une erreur. À quelle ligne? C'est la ligne 7. La ligne 7, ça veut dire qu'il faut compter à partir de là. Ah, je pense que c'est le check qu'on a fait. Exact, c'est la contrainte. Check. C'est 100? Exact, il y avait une virgule, oui. Alors, je pourrais l'annuler. Là, mais il n'y avait pas de virgule. Mais le between, je pense qu'on ne l'a pas écrit correctement. Donc, on va dire âge supérieur ou égal à 24, and âge inférieur ou égal à 50. Comment? Et voilà, هو هذاك l'erreur. ومنين جا هذا حضرناه في البيلوت. Ah oui, لأنه هذه نقلناها exact. Parce que quand on a copié, ville arrivée, il faut retirer ça. Il faut le retirer. Là, on fait une contrainte de between pour des valeurs sur un texte. D'abord, il a marqué هذه, ما تجيش تكريا حتى هذه. لأن on a une référence dessus. Pardon, s'il vous plaît. D'abord, on pourrait, je pense, revenir recréer. C'est un peu le problème de concentration. Je suis vraiment désolé. Voilà, je refais l'exécution. Donc, on a créé vol, on a créé deux tables, mais il y a référence, s'il vous plaît, table inexistante, avion. Comment ça? On n'a pas créé la table avion? Pardon? Il n'y a pas de table avion ici. On n'a pas la table avion. On a vol et on a pilote. Donc, il me fait l'ordre. Il y a la table avion. Pourquoi on ne l'a pas créée? Comment? En haut, oui. Ligne 22. Ah oui, la virgule. Exact. Donc, on n'a pas réussi à créer avion. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, je pense que tout va se passer correctement. Je vais sauvegarder. On ajoutera les drops. On pourrait revenir les ajouter. Je ne sais pas où est-ce que je les ai mis. Ici. Je les ajoute ici. Et puis, on a bouclé ce problème. Je vais sauvegarder. Je reviens exécuter. Bien sûr, les tables qui ne sont pas créées, qu'on va essayer de détruire, ça va signaler des erreurs. Alors, mais si je mets maintenant select étoile from cat, alors on a la table vol, la table avion, la table pilote et la table départ. Donc on a tout créé. Il y a un petit problème d'affichage qu'il faut gérer, mais si on va de ce côté-là, alors je vais actualiser pour voir. Alors refresh. Non. Regardons les tables. Actualiser, régénérer. Regardez, on a les tables, donc ils sont là. Si je mets maintenant select étoile from cat et j'exécute cette commande, j'obtiendrai ici quelque chose de mieux structuré. Donc vous voyez, ça c'est déjà aussi une différence. De l'autre côté, je pourrais aussi travailler sur des paramètres pour gérer, pour faire un affichage qui est structuré. Mais bien sûr, ça passe par un certain nombre d'opérations de réglages qu'il faut faire. Voilà, donc on a mis en place une petite base de données sous Oracle. Voilà, on arrête à ce niveau-là pour aujourd'hui. Ah.